Alia, tu comprends? Tout cela, c'est un jeu. Tu joues à la petite orpheline. Tu auras le crâne rasé, une robe longue jusqu'aux pieds, rose et sale. Et un numéro autour du cou. Tu aurais dû vivre dans un palais, or tu vivras dans un hospice. Tu te rends compte comme c'est extraordinaire? C'est une aventure. Ce sera la grande aventure de ton enfance. Tu comprends, Alia? Pour Irina, la robe de basin gris. Alia, n'oublie pas, toi, je te mets les pantalons bleu ciel, 2 brassières. Alia, si on te frappe, frappe. Ne reste pas les bras baissés, sinon on te fracassera la tête. Alia, le principal, mange le plus possible. Ne te gêne pas, c'est toi qui dois manger le plus. N'oublie pas, c'est l'unique raison pour laquelle je t'envoie là. À genoux, je lui range dans son petit panier une poignée de linge. De toute façon, on le lui volera. Un cahier de l'ancien temps, avec du bon papier mais non ligné. Je lui ai tracé des lignes pendant la nuit. Des livres, récits biographiques. Aladin et la lampe magique. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède et Liechtenstein. Ces 2 derniers, elle les a lus et relus. Ils seront un peu de sa maison natale en exil. J'ajoute un plumier avec un nouveau crayon à encre fin et un porte-plume. De l'encre impossible, elle va se renverser. Puis, la lanterne magique, mon petit livre bleu, à l'intérieur duquel je glisse en cachette une photo de moi. J'avais 21 ans, je ressemble à Charlotte Corday. Puis, à la dernière minute, je lui mets dans son cahier une petite gravure. Jeune fille en lutte. On frappe à la porte. Je retire la chaîne. C'est Lydia Alexandrovna. Son visage magnifique, plein de fièvre, émerge de l'énorme capuchon d'un énorme vêtement enfilé par-dessus sa pelisse. Une tempête de neige. J'habille les enfants. Alia porte 2 robes. Un pantalon bleu en tricot que j'ai passé la nuit à repriser. Son éternelle veste bleue dans laquelle elle ressemble à une Stuart. Irina, une robe rose et un gilet blanc sale. J'enfile à Alia la petite pelisse qu'on lui avait taillée quand elle avait 2 ans. Elle lui arrivait aux pieds, elle lui arrive maintenant aux genoux. Lydia Alexandrovna prend Irina. Je passe avec Alia par l'entrée de service. Nous prenons place. Alia est assise sur mes genoux, dont elle glisse peu à peu. Je lui ai couvert la tête de mon foulard noir orné
elle se tait. Je ne sens pas encore la séparation, entièrement absorbée par la route, les neiges désespérantes, le ciel trop grand, les jambes déjà tout engourdies. Ensuite, des escarpements, des descentes, des coteaux, le traîneau-fil, un parc, d'immenses épicéas, des étangs gelés, des bosquets de bouleaux. Ce doit être bien beau ici l'été. Ce n'est alors qu'il est qu'un souvenir ou une promesse. L'hiver, pour moi, c'est comme les nourrissons. Ça n'a pas de présent. Épicéas immenses, très tranquilles, exactement comme des danseuses figées. L'épicéa évoque plus que tout autre arbre la femme. Vérifiez, c'est bien cela, le geste entièrement féminin. Épicéas immenses, sous lesquels il fait bon vivre. Au fond d'une combe, une lueur jaune, un chalet, l'hospice. Nous descendons. Un soldat tient Irina. La première chose que je vois, un chien noir, pelé, frénétique, qui mange dans un seau à ordures. Quelques enfants apparaissent. Nous entrons. Il fait sombre, très chaud, tout est en bois. Tandis que Lydia Alexandrovna s'explique avec une caricature émaciée de surveillante d'hospice, on a assis Irina sur une chaise. Nous allons, Alia et moi, en cuisine. Grand chaudron, une chaleur terrible. Nous sommes arrivés juste au moment du repas. Cela s'appelle prendre le taureau par les cornes. Je me réjouis pour Alia. C'est votre fille? Oui. Elles sont à vous toutes les deux? Oui. Finalement, il fallait dire non. Car les enfants sont inscrites comme orphelines de père et mère. C'est ce que m'apprend une minute plus tard Lydia Alexandrovna. Je préviens Alia. Lydia Alexandrovna a le temps de me chuchoter que la surveillante se demande pourquoi les enfants sont si bien habillés. Mais je ne pouvais tout de même pas les laisser partir en guenilles. J'ai passé la nuit à repriser les pantalons et robes d'Alia. Vous avez tort. Il fallait les déchirer, au contraire. Irina a été assise sur un banc. On lui a mis dans la main une cuillère en bois, sous le nez une écuelle. Elle se balance, elle chante. Les enfants courent au réfectoire. La plupart sont plus âgés qu'Alia. De longues robes sales, des trous en guise de vestes matelassées, de gros ventres, des visages idiots. Bon, il est temps de rentrer. Ils vont manger maintenant. Debout, à la porte, je vois le visage levé d'Alia. « Alechka, je t'aime, je n'aime que toi. » Elle ne pleure pas, je ne pleure pas. En partant, je bénis la porte d'un signe de croix. Nous montons dans le traîneau. C'est parti. Chez Lydia Alexandrovna étaient allumés deux poêles, l'un en face de l'autre. Je restais tour à tour accroupie devant l'un, puis devant l'autre. Après le repas, Lydia Alexandrovna me donna un bloc-notes, une plume, de l'encre rouge. Écrivez à Alia. Je ne cessais de tester mon haleine. Faisait-elle de la buée? Et à ma grande stupéfaction, pas une goutte. Je regrettais qu'Alia n'assistât point à ce miracle. Le soir, je pris un bain dans la cuisine. Une fois dans la baignoire, j'eus la surprise de constater que j'étais couverte de flocons d'avoine brûlés. J'avais, s'avéra-t-il, rempli la baignoire avec le seau à ordures. J'en ris toute seule comme une folle dans l'eau et le matin très tôt, je partis pour la gare. J'étais persuadée, tout en avançant, que je n'arriverais pas et une fois arrivée que je ne réussirais pas à prendre le train.
Mais j'arrivais à bon port et réussis à prendre le train. Tout en arpentant le quai, dans l'attente du train, je songeais au fait que tous avaient des amis, de la famille, des connaissances, que tous s'accostaient, se saluaient, se demandaient des nouvelles, des noms, les projets du jour, tandis que moi j'étais seule et qu'à tout un chacun, il était égal que je réussisse ou non à prendre le train. J'eus un moment de jubilation par contre, en posant le pied sur le sol moscovite. Un léger brouillard rose planait au-dessus de Moscou, une lueur étouffée d'incendie. Des gars vendaient des cigarettes, des petites vieilles défeuilletées. Je fus en joie tout le long du chemin jusqu'à la maison. J'ai acheté, pour la première fois depuis la Révolution, une boîte de cigares là-bas, sans grand trouble, par simple joie d'être rentrée à Moscou.